Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un nouvel espace public dans lequel on peut avoir des centaines, voire des milliers d'amis, mais sans rien partager avec eux. Le face-à-face physique est parfois impossible. Une toile barbelée sous forme de ring qui ne série pas des adversaires, pas d'étiquette, pas de rang, encore moins de statut. L'écran est aujourd'hui devenu une arme. Certains l'utilisent pour tirer en faisant des crimes tout en restant dans leur lit douillis. Dans cette émission, belle ligne spéciale, nous pensons avec un E, nous pensons également avec un A, les réseaux sociaux, avec deux docteurs, ça promet, docteur Massamba Gueye et docteur Abdourahmane Diouf, deux invités spéciaux dans ce plateau. Belle ligne, docteur Massamba Gueye, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour et merci pour l'invitation. C'est un plaisir. C'est un plaisir partagé. Un docteur qui en cache un autre, docteur Abdourahmane Diouf, bonjour. Bonjour Papa Alioune, très ravi et très content d'être là. Un plaisir également de vous recevoir. Un plaisir énorme, non seulement pour l'esprit de l'émission que je suis, que les Sénégalais suivent. Je pense que je vous ai dit en off que vous êtes en train de faire quelque chose que les gens ne font plus. Et c'est rare, c'est précieux et je suis très content d'être là. Déjà de vous retrouver, mais aussi de retrouver celui qui pour moi est un mentor, un oncle. On aura certainement l'occasion d'en reparler. Quelqu'un qui m'a inculqué énormément de valeurs à travers un art qu'il pratique bien et qui est lié aujourd'hui aussi aux réseaux sociaux. Oui, une émission 2.0. On va parler un peu des réseaux sociaux, docteur Massamba Gueye. Doit-on dire réseaux sociaux ou réseaux asociaux? On doit dire réseaux sociaux. Ah oui. Parce que la blessure ne fait pas le corps. Un corps humain peut être blessé et il demeure un corps humain. Donc, une cicatrice sur un corps ne l'empêche pas d'être un corps humain. Oui. On doit parler de réseaux sociaux. Maintenant, on doit voir son visage. Oui. Est-ce que ce visage est là? Est-ce que la pensée de 1954, qui définissait le réseau social comme la capacité d'être en connexion avec une communauté? Parce qu'aujourd'hui, depuis 1954, on sait maintenant que la communauté immédiate avec laquelle on peut interagir, garder des liens et avoir une émotion pour chacun et une communauté de 148 personnes. Au-delà de 150, c'est le cercle. Maintenant, dans une communauté de 2 milliards 900 ou une communauté de 1 milliard comme TikTok, est-ce qu'on peut parler de réseau social? Étant entendu que le réseau social, comme Abdourahmane l'a dit, c'est ce que nous avons construit, lui et moi, à travers son oncle Makordou, à travers les tournées qu'on faisait à Genève, quand on le trouvait là-bas, où on avait une vraie connexion humaine qui permettait que les gens d'ici, de Rufisque, de chez lui, nous chargeaient de messages et de valeurs qu'on lui transmettait et qui retrouvaient. C'est ça le véritable réseau social. Aujourd'hui, on peut penser qu'il existe des réseaux sociaux, mais il y a quelque chose à penser dans ces réseaux sociaux-là, particulièrement dans les médias sociaux. Parce qu'il y a le réseau social humain, il y a les réseaux sociaux et les médias sociaux sont devenus aujourd'hui le nom générique pour les réseaux sociaux, mais il y a beaucoup de bien qui s'y fait, il y a trop de mal qui s'y passe. Exactement. Ce réseau, Abdourahmane Diouf, docteur Abdourahmane Diouf, a-t-il perdu son réseau, c'est-à-dire lié les humains? Aujourd'hui, plus que jamais, le réseau a son réseau. Ah oui. Ah oui. Moi, vous êtes optimiste, hein? Sur l'humanité, oui. Moi, je suis toujours un optimiste quand il s'agit de l'humain, même s'il faut gommer certains défauts. Je parlerai plutôt de réseau sociétal. Ah oui. Nous sommes dans le cadre d'une très très grande société où il n'y a plus réellement de communauté. Il n'y a plus de communauté noire ou de communauté blanche ou de communauté indienne. Nos enfants qui jouent dans les réseaux sociaux sont capables d'interchanger avec l'enfant qui est à New York, avec l'enfant qui est à Paris. À la même heure, ils mangent tous des hamburgers, ils boivent tous du Coca-Cola. Et donc, c'est l'humanité qui se rétrécit. Donc, c'est une société commune, c'est une humanité qui est interconnectée. Mais est-ce que c'est un réseau social? On se pose des questions. Tout à l'heure, quand le docteur Massamba Gueye parlait, moi, je pensais à une chose. Laquelle? Je me suis rappelé qu'enfant, moi, je m'ennuyais beaucoup. Je m'ennuyais énormément. Parce que soit vous jouez au football, soit vous voulez lire un livre que vous n'avez pas. Vous aviez même des problèmes pour trouver une bibliothèque pour identifier un livre. Aujourd'hui, dans le vocabulaire, je ne vois plus le mot ennui. Personne ne s'ennuie plus. Parce que les gens, à défaut d'être avec la société, sont avec eux-mêmes. Et quand ils sont avec eux-mêmes, ils sont contents. Et c'est ça qui fait que nous parvenons tous à nous exprimer dans ces réseaux sociaux
avec des qualités, avec des aspérités, mais avec énormément de défauts qui nous déshumanisent. Parce qu'à partir du moment où on est seul et on doit se projeter dans la société, toutes nos sociétés, et Dr Massamba le sait très bien, ont été régies à un moment donné par la violence, par la haine, par des interactions dangereuses. Chacun se méfie de l'autre. Pourquoi on a finalement eu des sociétés humaines qui fonctionnent? Parce qu'au fur et à mesure, il y a eu des systèmes de régulation. On ne tue pas, on n'insulte pas, on n'exprime pas sa haine. Et c'est cette évolution-là qui a permis à l'homme, à un moment donné, de se différencier de l'animal et de vivre dans une société avec des règles. Or, avec cette société nouvelle des réseaux sociaux, de sa chambre, de ses toilettes, on peut se connecter à Internet en ayant l'impression d'être seul et en y projetant une image de soi-même qu'on n'a pas la possibilité d'assumer dans la société réelle. C'est ça qui fait qu'on a le meilleur comme le pire. Le meilleur, c'est cette personne, par exemple, qui a toujours rêvé d'être journaliste, qui a toujours rêvé d'être communicant, mais qui n'a pas pu passer le concours du CESTI, mais qui, avec les réseaux sociaux, a une voix d'expression qui lui permet de s'exprimer sans concours et sans censure. Et qui pourtant qui a d'excellentes idées à partager. Ça, c'est le meilleur. Mais le pire, c'est celui qui n'aurait jamais dû avoir la parole en public, qui vient avec ses insanités, mais aussi sans concours et sans censure. Et cela fait qu'on a une société, des réseaux sociaux, où on est capable du meilleur comme du pire. Mais sur le net, sur la toile, Dr Massamba Gueye, pourquoi ceux qui insultent sont plus écoutés, plus regardés que ceux comme vous qui distillent la connaissance, qui distillent le savoir? Pourquoi? Mais c'est très simple. On est dans une société de paresse intellectuelle. Ah oui. Et il est plus facile de consommer une injure que d'analyser une réflexion. Parce qu'on est dans une société d'émotion. Et les réseaux sociaux aujourd'hui travaillent sur l'émotion. Ils veulent te tenir, te dominer, pour t'amener à un clic qui produit des biens sociaux. Oui. Il ne faut pas perdre de vue qu'on n'est plus dans une connexion sociale pour un apport humain mutuel. On est dans un réseau d'influence pour la production de réactions à des fins commerciales, à des fins idéologiques, à des fins électorales. Il y a ces trois-là. Donc, quand quelqu'un produit une pensée, il faut penser sa pensée et produire une autre pensée. Mais quand quelqu'un injure, insulte, organise un spectacle, on le consomme et on n'a pas une obligation de retour de réflexion. Donc c'est pourquoi ceux qui insultent, ceux qui sont dans l'insanité, ceux qui sont dans ce que j'appelle le ridicule de bas niveau et dans la littérature de bas de corps, ces gens-là, ils ont un public. Parce que, comme il le disait, les gens ne veulent pas s'ennuyer. Et comme vous ne voulez pas vous ennuyer, allez voir le spectacle. Il y a aussi l'effet d'entraînement. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est un effet domino. Dès que ça touche le premier élément, ça s'enchaîne. Mais il y a des gens qui ont peur de dire que je n'ai pas regardé. Parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir participer au débat public, de ne pas retweeter, de ne pas republier, parce qu'ils veulent que la communauté soit satisfaite d'eux. On est plus libre à ce moment. On est plus libre. On réagit par effet de groupe. Oui. Quand on appartient à un groupe et que ce groupe est d'accord sur l'injure qui est faite à l'homme public, Dr Abderrahmane Diouf, il faut retweeter, sinon le groupe va vous dire en bas, pourquoi est-ce que vous n'avez pas retweeté? On est dans une société d'inquisition où la production de savoir est extrêmement pernicieuse. Parce que ce qu'on appelle un savoir, c'est du non-savoir, et ce qu'on appelle un savoir est enfui dans une multitude d'autres informations que les réseaux vous donnent pour vous capter. L'objectif final, c'est de vous amener à un clic. Et ce clic a un effet sur la vie de celui qui vous pousse à faire le clic. Oui, exactement. Pourquoi il y a moins de pensées et beaucoup d'insultes, Dr Abderrahmane Diouf? La paresse intellectuelle d'abord. Vous savez que réfléchir, c'est très difficile. C'est un exercice extrêmement compliqué, ennuyant à la limite, parce que le vrai intellectuel, c'est lui qui réfléchit, c'est lui qui pense, il est toujours dans sa solitude. La solitude devant la feuille blanche, nous l'avons tous vécu. Donc c'est très difficile de réfléchir et de produire. Je pense que dans cette même émission l'année dernière, j'ai donné l'anecdote. J'avais émis une idée sur le plan du fonctionnement de nos institutions. Il y a eu une tollée générale. Je leur ai dit, je vais faire un article.
Bon, en faisant l'article, j'en ai fait finalement un livre, pratiquement 400 pages. Et quand j'en ai fait l'article, personne de ceux qui critiquaient l'idée émise verbalement n'est revenu à la charge. Parce qu'ils n'ont même pas le temps d'aller lire l'argumentation que vous faites pour vous proposer un contre-argumentaire. Donc réfléchir est difficile et on peut comprendre que certains s'en dédouanent pour rester au ras de pâquerette. C'est normal, ce n'est pas de l'arrogance, parce que quand je dis réfléchir, ce n'est pas seulement dans le cadre intellectuel, c'est dans la production de l'art, des livres, de tout, dans tous les domaines. Donc ceux qui réfléchissent et qui prennent le temps d'élaborer n'ont pas la cote. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai un ami universitaire qui m'a fait un reproche, qui m'a laissé bouche bée. Il m'a dit, Abdourahmane, votre problème c'est que vous êtes trop structuré. Je pensais que ça devrait être une qualité. Malheureusement, avec les réseaux sociaux, ça ne l'est plus. Mais il y a aussi un élément dont il faut prendre en compte, c'est la monétisation. Qu'est-ce qui fait que l'individu prend de la valeur? C'est la question du gain. On peut publier pour avoir un gain politique, plus de personnes qui vous suivent et qui peut-être éventuellement vont voter pour vous. Plus de personnes qui vous suivent parce que vous allez monétiser sur YouTube, ça va vous faire de l'argent. Mais il ne faut pas oublier la reconnaissance sociale. Ça, je pense que c'est une problématique extrêmement importante des réseaux sociaux dont on ne parle pas assez. Tout individu a besoin de la reconnaissance sociale. Mais comment? Tout individu a besoin qu'on vous dise vous êtes beau ou vous êtes belle, vous êtes intelligent. Tout le monde a intérêt à ce qu'on lui dise ce que vous avez porté aujourd'hui est joli. Oui. Mais dans un monde où il n'y a pas le numérique comme on vivait avant, pour être un héros, il faut faire ses gammes. Il faut vraiment faire ses gammes pour arriver à un niveau de reconnaissance. Vous pouvez avoir dans le quartier un enfant, un jeune qui a le sens de l'humour, qui n'a pas percé au théâtre, qui n'a pas percé dans le journalisme, qui n'a pas percé à l'école. Toute sa vie, il va rester le petit jeune dans le quartier qui va animer les séances de thé. Et sa notoriété ne va pas dépasser les règles du quartier. Au jour d'aujourd'hui, il sait qu'il a une plateforme exceptionnelle qui peut le projeter du jour au lendemain. Et même du fond de sa petite chambre, il parvient à faire rigoler un certain nombre de personnes. Et quand on commence à avoir de l'addiction par rapport à cette reconnaissance sociale, mais on a tendance à aller plus loin. Vous dites des bêtises, excusez-moi du terme, vous avez 10 likes, demain vous dites d'autres bêtises, vous avez 20 likes, mais vous allez pousser encore plus dans la bêtise. Parce qu'un Massamba Gueye qui réfléchit ou un Abdourahmane qui essaie de vous raisonner ne va jamais vous faire comprendre que les 100 likes que vous avez consacrent votre bêtise. Non, les 100 likes que vous avez consacrent une forme de reconnaissance sociale que vous ne pouvez avoir ni à l'école, ni chez le tailleur, ni chez le mécanicien, parce que vous n'avez rien su faire de votre vie et le fait qu'on vous regarde dans les réseaux sociaux vous donne cette forme. Donc c'est extrêmement important. J'aimerais ajouter une autre dimension. Allez-y. Vous voyez que ça se rétrécit. Nous, on a commencé au début des années 2000 avec les blogs. Oui. À l'époque, ceux qui avaient les blogs, c'était les petits génies. Oui. Et vous voyez à l'époque... Ou les futurs écrivains. Voilà, ceux qui tenaient les blogs, d'ailleurs, la plupart, c'était des journalistes tellement talentueux, oui, mais dont les rédactions étaient des limites à l'expression de leur talent. Bien sûr. Et qui avaient des blogs. Oui. Donc le blog leur permettait de s'exprimer intellectuellement d'une meilleure façon que ce que leur rédaction leur permettait. On était dans le domaine de l'intellectualisme, mais pur. Après, ça avance avec Facebook. Avec Facebook, on écrivait encore. On faisait des posts. Moi, je me rappelle une période il n'y a pas longtemps où on faisait des posts de 2, 3, 4 Il n'y a pas de limite. On se faisait lire. Oui. En ce moment encore, ceux qui n'ont pas la fine intelligence n'avaient toujours pas la parole. Maintenant, on est arrivé sur TikTok et sur WhatsApp. La particularité de TikTok et de WhatsApp, c'est qu'il y a le vocal. Le vocal comme la limite entre l'alphabétisé et le non-alphabétisé. Chacun a une langue maternelle, chacun a au moins une langue d'expression. Mais ça peut être une vertu, oui. Ça peut être une vertu. Totalement. C'est pour ça que je vous dis, depuis le début, on y retrouve le meilleur comme le pire. Oui. Sauf que le pire est présent chez nous. J'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure quand je vais parler de la régulation. Oui. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il n'y a plus d'éléments de hiérarchisation de l'intelligence au niveau de notre société. À partir du moment où, par un simple vocal, on atteint le Fouta et Kumpentum et Ziguinchor en un seul clic. Malheureusement, l'écran est devenu une arme. L'écran a même transformé notre manière de vivre. Avec les réseaux sociaux, on est passé, docteur Massamba Gueye, d'une société de sutura, entre guillemets, à une société de délation.
Comment s'est passé ce canal? Pourquoi cette transformation ou transmutation même? Mais parce que nous n'étions pas prévus dans Facebook et dans les réseaux sociaux. Ceux qui l'ont mis en place, ils ne pensaient pas à nous. Nous n'étions pas un potentiel économique, ni un potentiel. C'est eux qui avaient perdu leurs relations humaines et qui avaient besoin de le reconstruire à partir de ces outils. Moi, dans mon village de Koki, dans mon quartier de Golfe ou bien de Rufisque à Lazac, nous nous connaissons. D'une ligne à l'autre, je connais tout le monde. Nos enfants se connaissent. On n'était pas dans ce niveau-là. Il est arrivé un outil dont nous n'avons compris ni pourquoi l'existence, ni les secrets de la manipulation. Donc, quand il est arrivé, nous avons fait exactement avec le code de la route ce que nous avons fait avec les réseaux sociaux. Nous avons fait exactement notre propre code de la route. Nous conduisons comme nous voulons. Les voitures d'un village circulaire, nous arrivons dans une ville linéaire. Les lignes n'existent pas pour nous. Le rond-point n'est pas une zone de courtoisie, c'est une zone de conflit et d'accaparement d'espace. C'est exactement la même chose sur les réseaux sociaux. Nous avons des gens qui ne savent pas à quoi ça sert et qui ne peuvent même pas prononcer le nom du réseau. Mais, WhatsApp, par exemple. Voilà. Il y a tellement de prononciations. Il y a tellement de problèmes, mais qui comprennent qu'à partir de leur chambre, ils peuvent garder un semblant comment on appelle encore, d'anonymat. Et que derrière cet anonymat, ce qu'ils n'osent pas regarder en public, parce qu'ils défendent des valeurs auxquelles ils ne sont pas fondamentalement attachés, ils peuvent le regarder. Ils peuvent regarder du porno chez eux, sans que les gens le voient. Mais ils n'iront pas voir le sabar du coin. Parce qu'ils pensent qu'y aller, c'est s'exposer au regard de l'autre. Le regard social. Voilà. Ils ne peuvent pas insulter. Parce qu'ils défendent à la mosquée, ils défendent à la porte de l'église des valeurs et des vertus. Mais ils peuvent le faire sur le réseau social en ne s'appelant pas Massamba ou Abdelrahman, mais en s'appelant Ounk ou bien Djenach ou Sindach. Parce qu'ils ne prennent pas leur véritable nom. Le jour où sur les réseaux, on demandera d'exiger son numéro de téléphone, d'exiger son adresse et d'exiger son email, vous verrez que les choses vont changer. Mais on est dans ce que j'appelle le faux pouvoir. La capacité à toucher une communauté. Parce que quand vous faites un post, vous pensez que les 2 milliards 900 et quelques de Facebook vous regardent. Mais les gens ne regardent même pas le nombre de clics. Parfois, il y a des gens qui s'attaquent à une autorité, qui s'attaquent à un objet, qui s'attaquent à une télévision. Quand vous regardez, ils n'ont que 2 commentaires, mais ils sont satisfaits. Pour eux, tout le monde les a vus. C'est cette illusion d'autorité, cette illusion de pouvoir. Et le jeu caché qui leur permet à chaque fois de penser qu'ils existent, et ils existent plus qu'eux. Et je disais hier à des jeunes artistes, je ne vous vois plus. Parce que maintenant, vous êtes sur Instagram. Maintenant, combien ça vous rapporte? C'est vous qui faites votre réseau, mais c'est le réseau qui vous possède. Donc, on est dans un niveau où la véritable question, c'est ces outils ne sont plus nos outils, nous sommes devenus leurs outils. Donc, insulter quelqu'un, s'attaquer à quelqu'un, vous regardez professeur Laman Bay à la télévision, vous regardez professeur Mbaye Cham, vous regardez docteur Abdourahmane Diouf, mais vous savez que dans votre vie, vous avez 1 milliard de chances de ne jamais les rencontrer physiquement. Vous n'avez pas de sphère de production commune de parole. Vous n'avez pas de sphère de social de rencontre. Vous avez l'occasion d'aller sur LinkedIn, d'aller sur une de ses publications pour le toiser et pour même parler de sa vie familiale. Les gens pensent que c'est un pouvoir. Mais ce n'est pas un pouvoir. Donc, quand vous confiez à un enfant un jouet dont il ignore l'existence, l'enfant va le jeter. Donnez-lui un diamant, il va le jeter à la mer. C'est exactement ça. Nous manipulons des choses pour lesquelles nous n'étions pas prévus. Les Anglais disent, docteur Abdourahmane Diouf, don't head the game, head the player. Faut-il brûler les réseaux sociaux ou ce sont les hommes? Alors, docteur Massamba Gueye a dit des choses extrêmement importantes. Mais pour répondre à votre question, nous ne sommes pas les initiateurs des réseaux. Donc les réseaux ne sont pas configurés par rapport à notre façon de voir le monde. Moi, je suis sûr que si c'est un Africain ou un Sénégalais qui avait créé Facebook ou TikTok ou Twitter, on n'aurait pas mis l'anonymat. Parce que l'anonymat n'est pas une valeur africaine. Ce n'est pas une valeur sociale sénégalaise. Et l'anonymat, malheureusement, nous déshumanise. Je prends des exemples très simples. Qui d'entre nous, à notre âge, parce que moi, à mon âge, je ne vais pas en boîte de nuit,
Mais moi, je m'enferme volontiers dans une chambre, j'écoute une belle chanson de Youssou Ndour et je me permets de danser. Mais je me permets de danser dans ma chambre, je ne vais même pas danser dans la cour de ma maison. Parce que mon âge et ma stature m'interdisent de danser en public. Juste pour prendre cet exemple très simple. Donc nous faisons dans les réseaux sociaux tout ce que nous n'avons pas le droit de faire dans la vie réelle et cela est aidé par l'anonymat. Donc nous vivons dans un système monde, ce n'est pas valable que pour les réseaux sociaux, c'est dans tous les domaines. Malheureusement, on n'a pas le temps d'en parler. Il n'y a pas un seul domaine dans le monde où les règles du jeu ont été fixées par les Africains. Nous ne créons pas, nous ne fixons pas les règles du jeu, nous ne participons même pas à la création des règles du jeu et nous les subissons. Et parce que nous les subissons, écoutez, naturellement, il y a des travers. Donc cette question d'anonymat-là, elle est extrêmement importante. Mais la configuration sociale aussi. Il faut se rappeler comment Facebook est né. C'était des étudiants qui étaient dans un campus et qui se rendent compte que chacun est tellement absorbé par ses activités individuelles propres qu'ils n'avaient même pas le temps de se parler entre eux. Et l'un d'entre eux s'est dit, mais quel est le meilleur moyen de se parler entre nous dans l'espace du campus? Mais qui imaginerait dans l'espace d'un campus social que les gens, à la base, soient dans leur chambre d'étudiants en se parlant au téléphone ou avec un ordinateur à travers un réseau social. Mais on se retrouve tous, si c'était à l'UGB autour de l'œuf, à côté des bancs, si c'est à l'UCAD à côté du terrain de basket, pour discuter. Mais ces espaces-là de socialisation sont moins fréquentés aujourd'hui parce que nous avons un outil qui nous anonyme, qui nous met à côté sans pour autant, encore une fois, qu'on soit dans la nuit. Donc ce n'est pas des médias africains, mais l'Africain devrait pouvoir s'y adapter. Et c'est pour cela que nos pays, nos gouvernements, et là je parle de la régulation, doivent faire un effort pour que cet outil monde-là ait une déclinaison africaine et sénégalaise. Mais comment? Aujourd'hui, l'Union européenne, parce qu'elle a une puissance diplomatique forte, lutte contre les Chinois et les GAFA américains pour qu'il y ait un minimum de régulation au niveau des réseaux sociaux. Ils ont la puissance diplomatique. Nous, on n'essaie même pas. Mais nous devons avoir la capacité de dire, par exemple, c'est juste un exemple comme ça, que Facebook, dans l'espace territorial sénégalais, ne peut pas fonctionner suivant le principe de l'anonymat. On règle le problème de l'anonymat dans les réseaux sociaux, on a réglé 90% des problèmes. C'est l'origine. Pourquoi les gens n'insultent pas sur LinkedIn? Mais parce que sur LinkedIn, pratiquement tout le monde y est à visage découvert. Tout le monde y est. La personne qui s'appelle Babacar sur LinkedIn, qui va vous complimenter sur votre parcours professionnel, c'est le même qui va venir sur votre page Facebook vous insulter. Parce qu'il sait qu'en vous insultant sur Facebook, écoute, il n'y a pas de sanction. Parce qu'il n'est pas identifié. Au jour d'aujourd'hui, j'ouvre une petite parenthèse. Beaucoup de gens ne le savent pas. Mais il y a énormément de jeunes Sénégalais qui sont entre les mains de la justice. Les gens ne le savent pas parce que ce n'est pas médiatisé. Il y a énormément de jeunes qui, à travers l'anonymat, font des dérives au niveau des réseaux sociaux, que la police identifie, que la police va cueillir, les met en prison. Personne ne s'en émeut parce que sur les réseaux sociaux, il s'appelle Unku. Vous allez rester 2 ou 3 jours. Bon, vous voyez que Unku, ça fait 2 jours qu'il n'a pas insulté, mais vous ne savez même pas qui est Unku. Donc, je pense que la régulation viendrait du fait que nous devons travailler à notre propre souveraineté économique, notre propre souveraineté numérique, pour nous dire TikTok est universel, Facebook est universel, Twitter est universel, mais dans la régulation, parce que techniquement c'est faisable, nous devons avoir des déclinaisons locales qui évitent l'anonymat. Une fois qu'on a évité l'anonymat, je pense qu'on reviendra à beaucoup de valeurs africaines qui font que nous n'allons pas nous insulter les uns contre les autres. Et sur le chapitre de la régulation, faut-il éduquer ou faut-il punir, Dr Massamba Gueye? Il faut les deux. Il faut éduquer et moi je milite pour l'enseignement des réseaux sociaux, du fact-checking. Je milite pour leur enseignement déjà à la case des tout-petits. Déjà, il faut qu'à la case des tout-petits, dans les chants qu'on compose pour les enfants, dans les jeux qu'on fait pour eux, qu'on initie. Et qu'avant que l'enfant ait 12 ans, à la fin de son cycle primaire, qu'il puisse comprendre les enjeux et qu'il puisse comprendre le danger qu'il y a. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que mon enfant ne sort pas. Votre enfant pouvait l'enfermer dans la maison. S'il a un téléphone,
il fait le tour du monde et il revient. Oui. Il rencontre ses copains et il s'envoie où il veut, avec qui il veut, pour ne pas utiliser le bon terme. Donc la véritable question, c'est il faut éduquer. Éduquer qui d'abord? Éduquer au niveau scolaire et au niveau informel. Éduquer par la télévision, éduquer par la radio. Mais il faut punir. Punir parce qu'on ne peut pas laisser impunément des gens attaquer l'honorabilité de personnes qui ont mis 35 ans, 40 ans à se construire une notoriété parce qu'un beau jour, vous vous levez et vous accusez le professeur Babacar Mbaye Ndak de n'importe quoi avant qu'il n'ait le temps d'aller dire c'est pas moi, il a déjà un bad buzz. Oui. Parce que les Wolofs disent du yawa agul fa yawa ag. Oui. Et je pense que ça c'est d'un. La deuxième chose, il y a ce qu'on appelle les communautés de sympathie hypocrites. Les communautés de sympathie hypocrites s'alignent autour d'un objet de communication. Dès que vous faites partie de cette communauté, tout ce que vous dites est halal. Et dès qu'on vous attaque, la communauté se lève et crée un cercle de répression, de sorte que certaines personnes qui ont peur sortent des réseaux sociaux. Totalement. Ce qu'on appelle sauce, par exemple, sur Twitter. Voilà, exactement. La sauce. La sauce, totalement. Oui. Et pour éviter d'être dans la sauce, il y a des gens qui n'osent plus se prononcer. Cette tyrannie, ce terrorisme qu'on a sur les réseaux sociaux doit être puni. Maintenant, pour le punir, comme il a dit, il faut qu'on assure deux choses. La première des choses, c'est que sur les choses que nous maîtrisons nous déjà, sur les sites Internet qui sont basés au Sénégal et qui sont identifiés appartenant à des groupes de presse, que la régulation des commentaires puisse être systématisée et que ceux qui sont en faillite dans ce domaine-là puissent, dans le cahier de charge, être attaqués. L'autre chose aussi, c'est que au niveau pécuniaire, que les gens soient attaqués. Le Sénégalais, il a besoin de deux choses. D'avoir du temps pour boire du thé, aller travailler, aller dans les baptêmes et d'avoir de l'argent pour vivre. Si vous voulez le sanctionner, vous lui privez de son temps. Vous le mettez quelque part pendant 15 jours, il ne refera pas ce qu'il a fait. Mais vous attaquez financièrement les gens. Vous les attaquez financièrement. Si vous les attaquez financièrement, ils vont être comme des aiguilles d'une montre. Et je pense qu'il faut les deux, éduquer dans le système formel, informel, à très bas âge, mais surtout punir. Parce que celui qui est sur Twitter, celui qui est sur Facebook, il est à peu près sûr de ne pas rencontrer son grand-père, il est à peu près sûr de ne pas rencontrer son oncle, il est à peu près sûr d'un certain âge, je veux dire. Donc, il est en total roue libre. Et là, il devient une autorité. Mais qui va le sanctionner? Socialement, il n'est pas sanctionné. La responsabilité de sanctionner et la responsabilité d'organiser la circulation, le flux de messages incombe à l'État. On ne demande pas à un État d'être répressif et d'être contre la liberté de dire. Mais je dis que la liberté de parler induit l'obligation de silence quand notre parole doit détruire le tissu social. Exactement. Et ce sont les deux pans qu'il faut. Pour moi, oui, il faut réprimer. Mais réprimer qui? Réprimer ceux qui sont dans des discours de haine, ceux qui sont dans des discours idéologiques extrêmement dangereux et ceux qui sont dans la stigmatisation de communautés. Ces trois-là, pour moi, on ne peut pas les laisser passer. Le reste, maintenant, on peut le négocier. Peut-être punir les politiciens. Je titille, docteur Abdourahmane Diouf. Ils ont une meute sur le net. Pourquoi maintenant les réseaux sociaux sont devenus l'arme privilégiée des politiciens? Docteur Abdourahmane Diouf, vous êtes un homme politique. Papa Youn, c'est l'arme privilégiée de tout le monde. Chacun en fait l'usage qui lui plaît. Il y en a qui cherchent ça pour de l'argent, d'autres pour la notoriété. Et pour un homme politique, la recherche de la notoriété est importante. Mais moi, j'ai l'habitude de dire, et ce n'est pas de la démagogie, qu'il faut faire de la politique avec de la morale, avec de l'éthique. Madame Woutine, mais quelque part, j'aime pas stigmatiser la presse. Il y a une certaine faillite de la presse qui explique la puissance des réseaux sociaux. Dans un monde normal, et au Sénégal ça avait commencé comme ça, c'est la presse écrite notamment. La presse écrite, elle est très sérieuse. Ça demande un travail d'investigation, ça demande un travail de réflexion, ça demande un travail d'écriture. La presse écrite, par principe, ce n'est pas de la presse fast-food. D'ailleurs,
c'est vous-même les journalistes qui disent que d'habitude les meilleurs sont de la presse écrite. Je pense qu'on est d'accord. Je le confirme. Mais dans un pays normal, c'est la presse écrite qui devrait, en tout cas qui aurait dû alimenter les réseaux sociaux. Maintenant, regardez la presse. Oui. La plupart des journaux sont alimentés par ce qui se passe dans les réseaux sociaux. L'effet s'est inversé. Oui. Et je trouve ça extrêmement dangereux. Parce que ceux qui sont dans les réseaux sociaux, ils ont des agendas. Si vous vous intéressez un peu à la question, vous verrez qu'il y a un important phénomène de compte anonyme. Oui. Le compte anonyme. Une personne sur Facebook peut travailler avec 15 comptes différents. Moi tëgg, mooy naka la mooy tëgg, mooy tulli, mooy tap, etc. La personne peut faire un message, se répondre à elle-même et relancer son propre message. Et là, par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure, cette mode qui se déploie, il y a ce que les sociologues appellent la preuve sociale, qui fait que l'individu qui est à la recherche de notoriété ou de reconnaissance a toujours tendance à se ranger du côté de la soi-disant majorité. Oui. Vous savez maintenant c'est quoi la stratégie, et je ne trahis aucun secret pour le dire. Ce qui est important quand un homme politique fait une publication, ce sont les 10 premiers commentaires. Parce que ce sont les 10 premiers commentaires qui dessinent la tendance. Et si vous avez 10 comptes anonymes qui disent dans les premiers commentaires, cet homme est exceptionnel, cette idée est exceptionnelle, même ceux qui ne sont pas de votre bord, pour rester dans la logique de la preuve sociale, ne veulent pas contredire la tendance ambiante. Et ils auront tendance à dire qu'il est beau, qu'il est intelligent, qu'il est exceptionnel. Et tout le monde tombe dans ce pays. Et ce n'est pas seulement les hommes politiques. Oui. La magie du clic, comme disait notre président actuel, a des répercussions sur tout le monde. Mais je pense que l'effet de réverbération, si je peux l'appeler ainsi, entre les réseaux sociaux et la presse écrite, doit être totalement revisité. Parce qu'il n'est pas normal qu'un anonyme, je mets anonyme entre guillemets, impulse le débat public au niveau du Sénégal à travers les thèmes choisis. Vous avez fait de la communication, vous avez ce qu'on appelle la définition de la situation. Aujourd'hui, il peut y avoir un meurtre, un baptême et un autre décès. Après, dans la définition de la stratégie, c'est à vous d'impulser pour dire que c'est le décès qui est plus important, le baptême, ou vice-versa. Et d'ailleurs, on vous dit, vous devez en parler, vous devez, c'est un devoir. Et ce dictat-là, maintenant, est en train d'être impulsé des réseaux sociaux à travers des anonymes qui n'ont pas fait le travail d'investigation nécessaire. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir en fin de compte de tout ça? C'est l'homme sénégalais qu'il faut éduquer. Je pense que la communauté, notre communauté, a encore par devers elle un certain nombre de valeurs. Mais individuellement, nous ne nous adossons plus sur ces valeurs quand nous sommes dans le champ politique. Moi, je l'ai vécu, d'autres hommes politiques l'ont vécu. Le tout, pour moi, c'est le danger le plus important dans l'espace politique et public actuellement au Sénégal. Mais c'est un mensonge, le tout. C'est juste un mensonge. C'est un mensonge qu'on peut valoriser et qu'on valorise. Malheureusement. Parce que on met ça sous le couvert du buzz. On met ça sous le couvert de « nous nous amé parle ». Et puisqu'il y a la preuve sociale derrière, la fameuse communauté sympathique dont il parle, quand bien même vous montez sur un certain nombre de choses, il y a votre communauté virtuelle qui valide. Et quand la communauté virtuelle valide, ça devient une vérité sociale, virtuelle, qui est différente de la vérité sur la place publique. Finalement, quelles sont nos valeurs? En droit, on nous a appris qu'on doit protéger la société, la communauté, mais on doit aussi protéger les personnes contre elles-mêmes. J'adore cette expression, la protection des personnes contre elles-mêmes. Récemment, vous avez entendu parler, je fais la transition, de sextape des jeunes qui sont au lycée. Ouais. Ces jeunes-là maîtrisent les outils informatiques et les réseaux sociaux mieux que nous, leurs parents. Ouais. Mais ce qu'ils ne maîtrisent pas, c'est l'impact que des films, que des images prises dans la pleine nonchalance de l'adolescence peut avoir sur leur vie d'adulte. Ils ne s'en rendent pas compte. C'est comme le jeune qui a 18 ans qui fait un tatouage. Je peux prendre un exemple simple. Il ne se rend pas compte que dans 15 ans, quand il va commencer à aller à la mosquée ou à l'église, il va avoir honte de son tatouage. Et pourtant, ce n'est même pas interdit par la religion. Le jeune qui prend certains risques dans la manipulation des réseaux sociaux
ne se rend pas compte des répercussions. Donc cette personne-là, elle doit être protégée contre elle-même à l'école et dans les espaces communautaires où on peut lui inculquer un certain savoir. Oui. Je donne un exemple. Oui. Moi, c'est des choses que je vis. La même personne qui a un vécu professionnel et qui a un vécu politique et qui a un discours dans son vécu politique virtuel qui viennent mettre en danger son vécu professionnel. On en voit tous les jours. Parce que puisqu'avec l'anonymat, ils pensent pouvoir se décupler, ils pensent qu'il y a un espace de non-droit sur le virtuel que les gens ne recrutent pas. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul recruteur qui ne va pas regarder votre page Facebook, votre Twitter, votre Instagram. Parce qu'au-delà du professionnel compétent qu'on recrute, on recrute aussi un homme qui a besoin d'être socialisé et qui doit se mouvoir dans un espace communautaire de travail. Mais le mal, docteur Massamba Gueye, c'est la valorisation des contre-modèles. Contre-modèles. La jeunesse a besoin de modèles. Les modèles qui sont là, peut-être, qui ne sont pas dans ces réseaux sociaux-là à cause un peu de cette guerre interne, fratricide même et virtuelle. Cette valorisation des contre-modèles et ces contre-modèles-là qui ont une communauté large, très large. Comment analyser tout cela? Mais il faut l'analyser par les zones d'influence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Sénégal, on voit des gens insulter sur les réseaux sociaux et finir sur des listes municipales. Oui. On voit des gens... Les députés même. Oui, des insulteurs. Ils ne font qu'insulter, ils n'ont fait qu'insulter, Oui. ils n'ont fait qu'être violents, ils n'ont fait qu'être vulgaires. On les retrouve avec notre écharpe nationale. Oui. C'est-à-dire qu'on est dans un jeu de chacun doit avoir ses insulteurs publics Oui. pour répondre aux insulteurs d'en face. Et le gain, c'est un gain économique. Parce que la finalité, c'est aller à l'Assemblée nationale, c'est avoir un statut social qu'on n'aurait jamais dû avoir par un itinéraire normal et une ascension sociale analysée sur des faits positifs ou une influence sur l'économie, la société ou la santé. Donc c'est un raccourci. À partir du moment où vous avez un anti-modèle qui prend stature et qui rentre dans un espace de consécration sociale, qui est l'Assemblée nationale, ou bien le conseil municipal, vous donnez l'opportunité à ceux qui sont derrière de dire ça paye. Vous créez, c'est ce que j'appelle la promotion chalutier. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle une promotion chalutier où on brasse du tout et on nous propose du tout. Tant que ces anti-modèles-là bénéficieront de cette promotion sociale, on ne pourra pas empêcher que des personnes s'engouffrent dans ce chemin-là à des fins, comme il le disait, le docteur Abdelrahman disait tout de suite, politique ou de promotion sociale. Parce que ce n'est pas un accélérateur de croissance, c'est un accélérateur de bêtises. Parce que ce n'est pas la stature que vous allez avoir qui va maintenant changer votre posture de discours. Oui. Il ne fait que l'amplifier. La première chose. La deuxième chose, c'est que le mal, il est ancré dans une communauté où les gens n'osent plus dire à celui qui a de l'argent, à celui qui a une position, qu'il est dans le faux, qu'il n'est pas normal. Courage. On n'a pas le courage de le dire. Et moi, je suis convaincu aujourd'hui que ceux dont on parle le plus, et c'est ce que je dis, c'est que le docteur Abdelrahman disait tout de suite, dont on relaie le discours, ce sont des gens dont le discours devait être tué. Oui. Vous prenez par exemple le dimanche dernier, qu'est-ce qui se passe? Dimanche dernier, vous avez le khalife général de Kaolack qui va à Nguitch pour enterrer le khalife général, le khalife de Nguitch. Paix à son âme. Le même jour, vous avez la journée de solidarité de l'Institut islamique de Koki, avec plus de presque 5000 talibés, avec presque 1,5 million de visiteurs. Regardez, retournez voir sur les sites internet, il n'y a pas eu un seul titre sur ces deux-là, dans ce pays-là, où on se dit musulman, on se dit croyant, dans ce pays-là. Et regardez maintenant quels étaient les titres sur les sites internet. J'ai fait des captures d'écran pour comprendre ce qui se passait dans ce pays. Et pour parler de ce qu'on appelle la ziara annuelle de Koki, il a fallu qu'un ministre prononce un discours et que son équipe de com arrive à faire passer son discours. Pas le discours ni du marabout, ni les conférences, ni l'analyse sociologique de ce lieu-là. Donc, tant que la promotion des médiocres et des insulteurs sera faite par les gens qui ont le pouvoir et ceux qui cherchent le pouvoir, on ne pourra pas empêcher aux enfants de croire que c'est bon. Parce que l'enfant, il fonctionne sur l'imitation. Nous sommes dans une société d'analogie.
le cal, le gamou, le cousinage à plaisanterie, nous ne l'avons jamais appris à l'école. Oui. Parce que nous l'acquérons par analogie. Et l'analogie voudrait que ceux qui insultent et qui sont à la une, invités dans les mosquées, invités dans les ziyaras, invités dans les grands lieux, qui rencontrent plus facilement certains guides religieux que celui qui construit les maisons, oui. Il y a un problème. Oui. Il y a un problème de modèle. Quels sont les modèles que nous promouvons? Quels sont les modèles à qui nous confions notre destin? Et je l'avais dit, ces modèles-là, est-ce que vous avez envie qu'ils portent le nom, que votre enfant porte leur nom? Les réseaux sociaux ne sont responsables de rien. Oui. On doit les repenser, comme il a dit, conformément à notre désir de société, mais on doit penser. Et pour penser avec A, il faut que les autorités de ce pays commencent d'abord par avoir une posture de responsabilité. En ne promouvant pas ceux qui le font. Et ceux qui cherchent le pouvoir aussi prennent la responsabilité de comprendre que si on acquiert par manipulation une autorité, on la perdra le jour où la manipulation sera révélée. Oui. Ce que disait Serigne Abdullah Hadj Mbacké. C'est très éphémère. Il disait, lorsque vos trahisons se trahissent entre elles, votre mensonge explose et vous explose à la figure. Donc je pense qu'aujourd'hui, la véritable question, c'est que nous avons des jeunes qui, sur les réseaux sociaux, créent des entreprises, font la promotion d'autres jeunes, créent des espaces de communication et de vulgarisation de savoir. C'est ceux-là qui comprennent à quoi sert un réseau social. Maintenant, comme il l'a dit, il est plus facile pour un homme politique d'organiser un meeting sur Facebook que d'organiser un meeting à Djokoul. Parce qu'à Djokoul, il faut des gens physiquement, il faut 1000 personnes, il faut 2000 personnes, c'est quantifiable. Alors que sur les réseaux sociaux, j'ai 3 sociétés sponsorisées qui, en moins de 2 heures, peuvent me mettre 54 000 vues. Oui. Le nombre de vues virtuelles n'est pas conforme au nombre de personnes physiques devant l'écran. C'est important. Ça, c'est extrêmement important. Malheureusement, on est dans une société où on est dans cette philosophie-là. Puisque la masse va là-bas, je vais aller là-bas pour que la masse ne me critique pas. La véritable question, c'est que nous sommes dans une société gangrénée sociologiquement. La promotion financière fait que les contre-valeurs et les anti-valeurs sont des escaliers pour accéder à la notoriété, à l'argent. Et ceux qui ont cet argent-là, c'est eux qui sont les parrains et les marraines de nos combats de lutte, de nos grandes manifestations. Et tant que ça continuera, les réseaux sociaux seront aussi le lieu de défoulement des incompétents sociaux. Ce n'est plus je pense, donc je suis, mais j'ai. Donc je suis. La promotion des contre-valeurs, je reste sur ce chapitre parce que c'est important dans la toile, Dr Abdourahmane Diouf. Laissez-moi vous dire que j'ai eu l'énorme plaisir d'être allé à Koki dimanche passé. J'y étais. C'était ma première visite. Je pensais trouver une bourgade à l'ancienne, avec des cases. J'ai trouvé une très belle ville, en fait. J'ai pu participer justement à la cérémonie dédiée au Domoudara. Et là, ça me permet de parler de ça. Aujourd'hui, entre l'enfant de Koki, qui mémorise le Coran, et qui apprend aussi des métiers, c'était une surprise de voir qu'ils n'apprennent pas seulement que le Coran, mais ils apprennent maintenant des métiers. Ou bien le marabout qui est à Koki, qui a des connaissances adossé sur 40 ans d'expérience. Et le charlatan qui a sa page YouTube, TikTok, et qui essaie de trouver des clients, qui est le plus connu. Et même sa chaîne TV. C'est incroyable. Sa chaîne, Vous voyez quelqu'un qui a sa chaîne YouTube sa chaîne TV, qui vous dit « je peux guérir le sida ». Je peux prendre un exemple. Mais il y a des gens suffisamment intelligents pour lui envoyer de l'argent par Orange Money. Je peux fendre la mer, par exemple. Exactement. Mais il a beaucoup de difficultés aujourd'hui à fendre les grilles. Il est à Thiès. Mais ces gens-là sont beaucoup plus connus que tous les grands journalistes, que tous les grands communicants, que tous les grands hommes politiques. Et pourtant, ça marche. Parce qu'il ne faut pas aussi que dans notre diagnostic, qu'on oublie l'effet d'entraînement. Je vous ai dit tout à l'heure que ce sont les réseaux sociaux qui impulsent. C'est extrêmement important. Les gens, prenons quelqu'un qui a 50 000 vues. Un homme politique qui a 50 000 vues, mais qui n'a pas 1000 militants. Mais le fait qu'il ait 50 000 vues laisse penser qu'il a 50 000 militants. Et avec la preuve sociale de tous ceux qui voudraient être dans le camp des gagnants, ils ont tendance à pouvoir se déplacer vers lui, non pas par conviction, mais parce qu'ils pensent que c'est quelqu'un qui est en train de monter et qu'il faut accompagner. Donc cette illusion-là,
qui naît des réseaux sociaux n'est pas une illusion réelle. Parce que le charlatan, par exemple, il ne guérira personne, mais il va s'enrichir. Oui. Mais il aura atteint son objectif. Parce que lui, ce qui l'intéresse, ce n'est pas qu'on dise que c'est le meilleur réciteur de Coran. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas qu'on dise qu'il est le meilleur imam. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas de guérir les gens. Ce qui l'intéresse, c'est de gagner de l'argent. Et à travers son stratagème, il gagne son argent. Il a réussi. Ceux qui ne sont pas dans les réseaux sociaux n'auront pas cette impulsion. Mais globalement, moi je reviens, si vous permettez, à la souveraineté numérique. Il le faut. Notre grande faiblesse, c'est que nous ne maîtrisons pas encore une fois ces outils. Moi, il m'arrive, parce que j'ai vécu en Europe, donc je suis abonné à un certain nombre de plateformes, et quand je veux les lire à partir du Sénégal, on me dit les droits ne sont pas étendus au pays. Vous avez dû vivre ça, tout le monde. Mais pourquoi nous, on ne peut pas faire ça? Pourquoi un enfant, un adolescent du Sénégal, peut regarder tranquillement un film porno qui est émis à partir des États-Unis? Pourquoi, technologiquement, on ne peut pas mettre en place une technologie qui fait que quand un film porno est émis à partir de New York, mais que ça ne soit pas visible au Sénégal? C'est facile. Technologiquement, c'est facile. C'est à des choses comme ça qu'on doit arriver. Ce n'est pas de la dictature, c'est juste la protection des personnes contre elles-mêmes. Aujourd'hui, TikTok fonctionne avec les réalités chinoises. Les GAFA fonctionnent avec les réalités américaines. Oui. C'est à nous de prendre de cette mondialisation ce qui nous convient le mieux et de laisser aux autres. Maintenant, il y a un investissement à faire pour que le prochain TikTok soit sénégalais ou africain, pour que ça puisse faire avec nos réalités. Mais globalement, et je suis totalement d'accord avec le docteur Massamba Gueye, nous sommes confrontés à un problème de civilisation. C'est quoi l'utilité de l'école? Moi, des jeunes adolescents me posent cette question et je n'ai pas la réponse. C'est terrible. Parce que vous n'avez pas la réponse. J'ai la réponse, mais qui n'est pas opérationnelle là, maintenant. Parce que les jeunes, ils vous donnent des statistiques concrètes. Vous faites 6 ans à l'école primaire, 7 ans pour avoir le bac, ça fait déjà 13 ans, 5 ans pour avoir le master. Ça vous fait quoi? 17 ans. Pour sortir, avoir un job, si vous en trouvez, où on vous être payé 250 000, 300 000, 400 000, 500 000. Quelqu'un qui n'a jamais rien fait de sa vie accumule les bêtises et construit des maisons devant vous. Donc c'est quoi le modèle économique? On va à l'école pourquoi? Moi j'ai la réponse, je peux donner la réponse théorique, mais la réponse téléologique, c'est-à-dire pourquoi on va à l'école? Un, pour avoir du savoir. Quelle est la finalité du savoir? Avoir une bonne vie et une respectabilité. C'est quoi avoir une bonne vie? Ben, écoutez, avoir les moyens de vivre et de ne pas dépendre des autres. Mais quand on fait des études, c'est pour avoir une certaine reconnaissance sociale. Cette reconnaissance sociale-là, vous l'avez non plus en 17 années, mais vous l'avez en 17 mois. L'enfant qui vous regarde, il a le droit de vous dire, mais pourquoi je dois avoir fait tout ça pour aboutir à un résultat qui n'est pas bon? À l'époque, on a été confronté à ce petit problème civilisationnel dans les années 80-90, quand les gens faisaient de longues études, se retrouvaient avec un maigre salaire, et quelqu'un qui va en Europe, au bout de 6 mois, il construit la maison. Le Sénégal a été confronté à ce problème civilisationnel. Est-ce qu'il faut aller faire modou-modou, ou bien est-ce qu'il faut aller étudier? Naturellement, il fallait faire une synthèse sociale pour arriver à un résultat probant. Maintenant, on en est là. Il y a la culture du résultat sur une longue période durable qui construit un pays, sur une génération ou deux. Il y a la culture de l'instant. Et la culture de l'instant, malheureusement, ne nous amènera nulle part. Et je finis par cette question, le docteur Massamba Gueye. C'est la jeunesse ou bien l'enfance. Il faut protéger les enfants face à ces appareils. Sont-ils désarmés face à ces appareils? Parce qu'on éduque maintenant à travers un appareil qui est peut-être une bombe. Oui, mais les enfants sont extrêmement exposés. Déjà la grossesse, déjà quand ils sont dans le ventre de maman, ils sont exposés dans des robes serrées au corps. Chaque jour sur Instagram, leur naissance est filmée. Le premier jour avant le baptême, avant que les gens le voient, la communauté mondiale voit leur visage. Vous êtes contre? Mais je suis l'enfant a le droit que ces images ne soient pas montrées à tout le monde. Parce que ces images vont le rattraper. Il a le droit d'être en couche dans la maison. Mais ces couches ne sont pas pour le monde. Parce que demain, il voudra être député, il voudra être directeur général, on lui ressortira ces images. Les images de l'espace privé d'un enfant sont des images qui lui appartiennent. Il n'a pas le droit d'exposer un enfant comme c'est interdit. Les conventions mondiales que nous avons signées nous interdisent cela. Et à chaque fois que je le signale à des parents, ils retirent certaines photos, mais c'est déjà trop tard. Oui.
la véritable question, c'est que ces enfants ne sont pas protégés. Alors que nous sommes sûrs qu'avec les réseaux sociaux, il y a une protection de la citoyenneté accélérée. Parce qu'aujourd'hui, aucun chef d'État au Sénégal ne peut interdire à Abdourahmane Diouf, Dr Abdourahmane Diouf, de dire ce qu'il veut. Parce qu'il a sa page Facebook, il a ses comptes. C'est un avantage, mais cet avantage, il ne faut pas que ce soit un serpent qui se morde la queue. Oui. Il faut qu'on comprenne que nos enfants, le téléphone est extrêmement dangereux quand ils sont en contact avec lui les 5 premières années de leur vie. Exposés à la lumière bleue, mais aussi avec un temps de cerveau extrêmement rapide. Oui. Regardez la configuration des statuts. Pourquoi un statut ne dépasse pas 30 secondes? Oui. Pourquoi une vidéo sur YouTube ne dépasse pas 1 minute 30? Pourquoi un TikTok, etc. Pourquoi cette rapidité-là? Parce que le cerveau capte rapidement, la durée d'activité et la durée d'action ont été calculées. Première chose. La deuxième chose, c'est que si vous descendez et que vous jetez votre téléphone à votre enfant qui a la paix, vous pensez que vous êtes paisible pour aller regarder votre film. Oui. Mais ça agit sur son temps de réflexion et sur son intelligence. Et c'est pourquoi les enfants sont extrêmement exposés dans leur nudité, exposés pour leur avenir et exposés aussi par leur cerveau, parce que les parents, dans les jeunes couples, veulent la paix, ils ne veulent pas que l'enfant crie. Et l'enfant est dans un système d'arrachage de pouvoir dans la maison. Il pose des actes et conquiert des espaces. Oui. Et s'il sait que s'il crie, il aura droit à ça, le cri devient son arme. S'il sait que s'il boude, il a droit à ça, la bouderie devient son arme. C'est pourquoi ils sont exposés. Nous exposons nos enfants, même quand ils sont circoncis, on montre. Mais ce qu'ils mangent, on montre. Leurs habits, on montre. Et on les expose, on en fait des objets et on se partage ça sur TikTok. Et même ceux qui portent une infirmité deviennent objets de colibés. On les filme et on se gave de ces images-là. C'est extrêmement dangereux. Nous avons, nous, en tant qu'adultes, le devoir de protéger ces enfants, mais nous devons aussi protéger les réseaux sociaux, parce que c'est un espace de travail, c'est un espace de liberté démocratique, c'est un espace de conquête de citoyenneté. On ne doit pas l'arrimer à la volonté dictatoriale de quelque système que ce soit, Oui. mais on ne doit pas aussi le laisser détruire des réputations. Et ces enfants-là, comme il a dit, qui sur le chemin de l'école, font une courtoisie entre eux et qui ne savent pas qu'ils sont filmés Oui. et qui sont exposés. Mais quelle est la conséquence sur la vie de leurs parents? Parce qu'au Sénégal, tout ce qu'un enfant dit ou fait rejaillit sur le parent. Lorsque ma fille Aminata fera quelque chose dans la vie, on ne dira pas Aminata X a fait, on dira la nièce ou bien la cousine ou la petite sœur de Abdourahmane Diouf. Et pendant toute une semaine, cette information va le faire. Protéger les enfants, c'est se protéger. Et les enfants sont extrêmement outillés intellectuellement pour comprendre les choses qu'on leur explique. Mais prenons-nous le temps de leur expliquer. C'est important. Le privé est sacré et sacralisé comme l'enfant, Dr Abdourahmane Diouf. Française, TF1 en l'occurrence, quand on lui expliquait quel est son modèle économique et qu'est-ce qui expliquait le succès de la chaîne, il disait « Je prends toujours aux Français une part de cerveau disponible. » Et j'essaie de trouver du contenu à cette part de cerveau. Sauf que là-bas, la part de cerveau disponible, c'est peut-être 5%, 10%. C'est pour ça qu'en France et un peu partout dans le monde, on a créé la notion de prime time. Oui. Parce que les gens, le matin, ce n'est pas le prime time. Oui, le soir. Après, le soir, vers 20h, quand tout le monde est chez lui, tout le monde a mangé, tout le monde se repose, ce petit espace de temps-là qui fait qu'il y a 5% du cerveau qui est disponible, qu'il faut alimenter, il leur produit, il leur propose des films, il leur propose des loisirs. Et c'est complémentaire aux activités professionnelles qu'il mène. Je dis tout ça parce que dans ces sociétés occidentales qui ont créé ces réseaux sociaux, le travail justement, ça va être 90-95%. Le temps de cerveau disponible pour les loisirs, c'est 5%. Chez nous, c'est l'inverse. On est en train de bâtir une société où le temps de cerveau disponible pour ses loisirs et pour certaines futilités, c'est 95%. Vous ne pouvez pas bâtir une société compétitive et de développement sur cette base. Il faut travailler d'abord et être dans le monde du loisir. Après. La deuxième chose, c'est par rapport aux élites. On n'en a pas suffisamment parlé, mais tout le monde, tous les observateurs se rendent compte qu'il y a une démission claire, lente, de ceux qui avaient la parole, de ce qu'on pourrait appeler les sachants. Déjà,
sans même les réseaux sociaux, moi je le dis toujours, le Sénégal s'était imputé d'une grande partie de son intelligence en ne donnant pas la valeur qui sied aux intellectuels arabophones. On est dans un pays où on pense que quand on est intelligent et intellectuel, il faut savoir parler français. Oui. Donc on a une grande partie de l'intelligence sénégalaise qui n'a jamais été mise à contribution dans le développement parce qu'on ne leur donne pas la parole. Maintenant, cette partie d'élite francophone occidentalisée qui avait encore la parole, les professeurs d'université, les avocats, les journalistes, les communicants, ils ne prennent plus la parole. Vous ne m'avez pas fait la confidence, mais je sais que vous avez énormément, toujours de difficultés à trouver des invités. Je le sais. Et quand bien même vous avez des invités, vous allez hésiter à faire des extraits ou pas. On en a J'en ai peur, oui, je le confirme. Moi, j'organise souvent des conférences. Je sais qu'il y a énormément de difficultés à faire partir certaines personnes qui font partie des élites intellectuelles parce qu'il n'y a personne d'entre nous qui est préparé à recevoir cette fameuse sauce. Individuellement, oui. Moi, Abdourahmane, quand on m'insulte, j'ai développé une certaine capacité de résilience qui fait que je me dis, c'est pas grave, j'avance. Mais et mon épouse, et mes enfants, et ma tante, et tout le monde. C'est ça qui fait que les gens deviennent fans. Tous les éducateurs le savent. Plus on prend de l'âge, plus on a la responsabilité d'une famille, plus on est vulnérable. Parce que ni dépend de qui est. Et c'est là où on touche. Par le tout, encore une fois. Il suffit aujourd'hui de dire telle personne a fait l'adultère pour que le réseau social s'enflamme. 30 minutes après, le démenti peut arriver. Ça pose la question de la rétention d'informations sur Internet. Il est adultéraire. Ok. Il a commis l'adultère. On l'a dit une fois. Il y a 10 000 vues. Je n'ai pas commis l'adultère. Ça va faire 100 vues. Oui. Et cette information reste sur Internet. Et cette information continue à vous porter préjudice. Moi, je le dis, là, ça ne m'a pas créé un préjudice. C'est un exemple d'ailleurs positif. Moi, combien de fois dans ma vie professionnelle, on m'a trouvé des similitudes avec El Hadj Diouf? Parce que nous avons le même prénom et le même nom. Je raconte dans un de mes livres que même une fois en Tanzanie, alors que j'étais confronté à des difficultés de visa énormes, on m'a laissé passer parce que je m'appelais El Hadj Diouf. Mais à l'inverse, il y a un Babacar Ndiaye, excusez-moi, je veux vous faire du mal à personne, qui braque une banque, mais il y a à côté un Babacar Ndiaye qui est imam, et on fait un fake news sur Babacar Ndiaye qui rejaillit sur l'autre. Bon, moi, je le vis très bien parce que moi, j'ai beaucoup d'homonymes El Hadj Diouf. Il y a El Hadj Diouf l'avocat, il y a El Hadj Diouf le footballeur, et on nous confond tout le temps. Donc, cette question des élites doit être repensée. Et moi, c'est un appel que je lance. Oui. Il faudrait que les élites reprennent la parole. On va être insulté, ça va être dur. Moi, je l'ai vécu. La première fois, c'est très dur. La deuxième fois, c'est un peu moins dur. Et la troisième fois, on commence à s'y faire. Ça ne veut pas dire que vous avez mais ça veut dire que vous avez une carapace qui vous permet d'exister. Parce que dans un pays qui va inaugurer l'ère du gaz, l'ère du pétrole, l'ère de l'économie, où tout le monde regarde vers le Sénégal, nous ne serons plus seuls entre nous. Nous ne serons plus régis par nos propres valeurs communautaires. Et si on ne fait pas attention, si on ne fait pas en sorte que notre pays soit gouverné par l'intelligence, par des élites, quand je parle d'élites, ce n'est pas seulement les élites intellectuelles francophones, il y a aussi les élites arabophones, il y a aussi les élites qui n'ont pas fait l'école mais qui sont des champions dans leur domaine, il faut écouter. Mais si tout ce petit monde-là refuse de s'exposer par peur des représailles, alors là, c'est le début de la décadence. Merci d'avoir défié ces peurs, docteur Abdourahmane Diouf, docteur Massamba Gueye, merci d'être là. Merci, je vous remercie et voilà, je souhaite une très bonne fin d'année à tout le monde et une merveilleuse année 2023, très paisible, de paix et de cohésion sociale à tout le monde. Docteur Abdourahmane Diouf, merci d'être là. C'est moi qui vous remercie de me donner cette opportunité. Ça me sort des fois des débats de politique. Et ça fait du bien. Ah, mais ça me fait énormément du bien. Ça me fait énormément du bien. Mais je voudrais rendre hommage à Massamba. C'est quelqu'un, à mon avis, que les Sénégalais devraient mieux connaître. Il n'a pas choisi, je ne suis pas laudateur, je pense que les gens le savent, je suis quelqu'un d'assez libre. Je pense qu'il n'a pas choisi l'argent. Il n'a pas choisi le confort. Tout à l'heure, je faisais exprès de lui demander où est Kër Leyti, parce que je savais que c'est quelque part dans la banlieue, dans des conditions de travail difficiles. Et personne ne le soutient. C'est le genre à soutenir. Ce monsieur, il est venu me trouver à Genève il y a 20 ans.
pour vendre la culture sénégalaise. Moi, j'ai été témoin de salles de théâtre de Genève pleines à craquer pendant 3 semaines d'affilée à travers un spectacle qu'il a lui-même écrit et exécuté par des gens dont mon oncle me compte. Une fierté sénégalaise absolue. J'ai été témoin, c'est là où je suis d'ailleurs, quand il était en résidence d'écriture à Genève, quand il venait de temps en temps manger chez moi, c'est là où j'ai compris par exemple qu'il ne mangeait pas de l'oignon. L'un des rares Sénégalais qui ne mange pas de soble. Et mon épouse faisait des trésors d'ingéniosité pour lui faire ça. Mais c'est quelqu'un qui, à travers son discours, à travers son comportement, à travers son désir d'éducation, fait énormément de bien à la société sénégalaise. Je fais partie de ceux, Massamba, qui dans l'intimité de votre chambre, prend une de vos vidéos YouTube le soir pour pouvoir écouter. C'est à ces gens-là qu'il faut donner la parole. Malheureusement, il y aura toujours les insulteurs. Merci. Mais votre générosité et votre patriotisme, nous serons toujours au-dessus des insulteurs. Ce qui doit faire le buzz sur les réseaux sociaux. Merci à ces deux docteurs. Merci également aux docteurs qui ne sont pas devant les projecteurs, mais qui nous permettent un peu de réaliser cette émission. Babacar Ndiaye, Ramatoula et Ngala, on a Madoud également pour les lumières. Merci à cette noblesse anodine. Merci de nous suivre et continuez de suivre les programmes sur ITV.